Le mariage d'une mariée de Géorgie a viré au cauchemar quand son mari a tué son beau-père par balle. Cette affaire a divisé une région rurale de Géorgie, légitime défense ou meurtre. De nouveaux documents judiciaires révèlent le dernier rebondissement dans la communauté. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Les rêves de nuit de noces de Kayleigh White ont volé en éclats quand Aaron White a tué son beau-père, Jason Mahan, l'an dernier. Maintenant, cette partie de l'histoire est certaine, mais ce sont les événements qui ont précédé les coups de feu et la question de savoir s'il s'agissait ou non de légitime défense qui pose un problème. Cela oppose désormais deux parties du système judiciaire l'une contre l'autre. Le shérif du comté de Butte, Gary Long, a déclaré à WSB-TV qu'en plus de 10 ans de mandat, c'est la première fois qu'il est en désaccord avec le bureau du procureur. Mais il pense que White a tiré sur Mahan en légitime défense en juin 2024. Mais c'est là que les choses deviennent très compliquées. Le procureur Jonathan Adams estime que White doit être poursuivi pénalement. Donc, il a présenté l'affaire à un grand jury en avril 2025 qui a rendu un acte d'accusation pour agression aggravée. Mais son bureau indique qu'après de nouveaux rapports du laboratoire, ils ont abandonné la première accusation pour soumettre l'affaire à un second grand jury. Et maintenant, ce grand jury a déposé un véritable acte d'accusation contre White, l'accusant de meurtre qualifié et d'agression aggravée. Voici comment l'acte d'accusation est rédigé. L'accusé, vers le 14 juin 2024, dans le comté de Butte, Géorgie. À ce moment et à cet endroit, alors qu'il commettait l'infraction d'agression aggravée, un crime a causé la mort de Jason Mahan, un être humain, en tirant sur ledit Jason Mahan. Maintenant, c'est évidemment beaucoup de jargon juridique pour en arriver au point où ils disent non cela. Pour le grand jury, White aurait tué Mahan, considéré comme un meurtre. Il est ensuite écrit, pour cela, l'accusé, le ou vers le 14 juin 2024, dans le comté de Butte, Géorgie. À ce moment et à cet endroit, il a commis une agression contre la personne de Jason Mahan avec une arme mortelle, à savoir une arme à feu, en tirant sur ledit Jason Mahan. Alors parlons de ce qui s'est passé ce jour-là. Un jour qui était si joyeux, un jour de mariage. Et il s'est terminé par la mort de l'une des personnes les plus proches de la mariée, une journaliste locale, Sharon Dodie Cruz du Jackson Progress. Argus a publié le 24 janvier un article affirmant avoir consulté des rapports du Bureau d'enquête de Géorgie, une agence d'État, sollicitée pour aider à l'enquête. Elle a précisé que ces rapports sont au cœur d'une demande de la défense pour écarter le procureur. Nous y reviendrons dans un instant. Mais selon les propos rapportés par Cruz, une fête de mariage avait lieu et approchait de la fin. Un individu nommé Patrick a touché une fille lors de la fête de mariage. Aaron et Charlie se sont disputés ou battus avec Patrick. Maintenant, une autre personne. Jason revient à la fête plus tard et frappe Aaron, qui est d'ailleurs le marié, sur le nez. Jason, qui est le beau-père, revient plus tard encore. Et Aaron finit par tirer sur Jason à la suite d'une autre altercation. Cette altercation a entraîné la mort de Jason, blessé par balle, tandis qu'Aaron et Patrick ont été touchés à la main. 2 camions et 2 armes à feu avaient été saisis et étaient gardés au bureau du shérif du comté de Butte. Il semble donc que plusieurs bagarres aient eu lieu dans la soirée. Une réception de mariage, peut-être liée à de vieilles rancunes, a fini par des coups de feu. Cruz rapporte que Da Adams lui a dit « Je crois qu'il y avait eu une bagarre à main nue, donc ce n'est pas de la légitime défense. La loi exige qu'une personne croit raisonnablement risquer des blessures graves ou la mort pour utiliser une force létale. Ici, un homme non armé a été abattu de 7 balles. C'est au peuple du comté de Butte de décider cela par un grand jury et un jury de procès. Un journaliste de WSB, Mark Winnie, a directement interviewé Aaron White, le tireur. Pourquoi l'as-tu tiré dessus? Peur pour ma vie. La dernière fois que je l'ai vu, il menaçait de me poignarder, donc c'était par peur pour ma vie. Donc, le deuxième grand jury a décidé que l'affaire devait être jugée, laissant à ses pairs le soin de déterminer la culpabilité ou l'innocence de White. Il a été placé en garde à vue et une caution de 100 000 $ lui a été accordée. Son avocat, Brett Dunn, a indiqué à WSP que White l'a payé le même jour. Mais ses avocats, travaillant d'arrache-pied, a élaboré une défense et ils rejettent la faute sur le bureau du procureur. La défense a déposé une requête en annulation de l'acte d'accusation et dans leur requête, ils ont déclaré, je cite, « Chaque chef d'accusation déposé contre l'accusé ne constitue pas un crime selon la loi de Géorgie et devrait donc être rejeté. » Ils ont utilisé des mots comme inconstitutionnel, vague
trop large, arbitraire, sujet à une application sélective, affirmant que l'acte d'accusation, je cite, ne permet pas à cet accusé d'être informé que la conduite qui lui est reprochée pourrait être considérée comme illégale. Et non seulement cette omission constitue une violation de la procédure régulière, mais cette absence de précision soumet illégalement l'accusé à la double incrimination, en violation de ses droits constitutionnels au niveau de l'État et au niveau fédéral. Maintenant, je vais m'entretenir avec un avocat de la défense pénale et un avocat spécialisé dans les droits civiques. Il s'appelle Tyler Bailey. Dans un instant, nous allons parler de la question de la double incrimination. Combien de fois un procureur peut-il présenter une affaire à un grand jury, surtout si le premier n'a pas retenu l'accusation de meurtre? La défense a aussi présenté des preuves montrant, selon elle, que Mahan était violent et que cela était connu. Ils ont soumis une requête modifiée de libération sous caution pour exposer la violence de la victime présumée. Les avocats de White ont écrit dans ce dossier, citation du 9 décembre 2008, cela remonte loin. La victime présumée a forcé la porte de chez son père et pris un fusil de chasse. Selon la police, Mahan a ensuite emporté l'arme dans les bois. Mais lorsque la police est arrivée, il est sorti et a suivi toutes leurs instructions pour se rendre, et il a été inculpé de cambriolage. Dans un autre incident présumé, la compagne de Mahan, mère de son enfant, l'accuse de lui avoir versé un liquide inflammable et menacé de la brûler vive. Voici une citation de la requête. Le 1er février 2012, la victime présumée a frappé sa partenaire au visage et à la tête, a répandu du liquide inflammable dans la maison et menacé de tuer elle et leur bébé de 4 mois. Elle a déclaré qu'alors qu'ils se disputaient dans le salon, M. Mahan criait « Je vais brûler la maison et si les flics ne m'attrapent pas, je reviendrai vous tuer tous, toi et le bébé. » Elle a dit craindre pour sa sécurité et celle de son fils de 4 mois, indiquant que M. Mahan a pris un bidon de liquide inflammable d'une marque inconnue et en a aspergé une table du salon et 2 canapés. Elle a ensuite déclaré que sa mère s'est précipitée dans la chambre principale, a pris son petit-fils, puis est sortie en courant par la porte d'entrée, a-t-elle dit. Alors qu'elle était dans le salon, M. Mahan s'est approché et l'a frappé plusieurs fois au visage et à la tête, lui causant des blessures. Un troisième incident aurait eu lieu quelques années après. Je cite, « Le 27 septembre 2015, la victime présumée a agressé un adulte et un mineur, frappant ce dernier avec un tuyau en PVC, ce qui a conduit à des accusations d'agression aggravée et 6 autres mandats. » Alors maintenant, vous pourriez penser que cela ressemble beaucoup à du blâme envers la victime. La défense utilise sans doute cela pour justifier la peur de White pour sa vie en se fondant sur le passé de Mahan. Mais elle est allée plus loin et a frappé fort. Ils ont demandé au juge de disqualifier le procureur du district et présenter leurs arguments dans cette requête. Le document offre un aperçu des coulisses de certains drames du comté de Butte, en Géorgie. Le 14 avril 2025, l'État a soumis l'affaire à un grand jury du comté de Butte pour meurtre qualifié, mais le jury a refusé d'inculper. Après la décision du grand jury d'avril 2025, l'État a prononcé un nol prosequi, ce qui signifie que l'affaire pourrait être relancée. Le bureau du procureur du circuit judiciaire de Toaliga s'est exprimé à plusieurs reprises sur l'affaire via son compte Facebook officiel. Et dans ses déclarations, le procureur a affirmé que l'enquête était terminée et que toutes les preuves détenues par les forces de l'ordre avaient été présentées au grand jury. Ensuite, des informations en ligne ont laissé penser que le procureur n'avait pas tout révélé. Citation. Après ces déclarations officielles, les membres de la famille du défunt et leurs soutiens ont commencé à publier massivement sur les réseaux sociaux, affirmant à plusieurs reprises avoir personnellement examiné les éléments de l'enquête, y compris des rapports, des déclarations, des enregistrements, des photographies et d'autres preuves, et utilisant ces éléments présumés pour déclarer l'accusé coupable. Malgré l'affirmation d'un large accès aux preuves pour la famille du défunt, l'État n'a fourni aucune pièce à la défense. L'avocat de la défense a demandé des pièces après la décision du grand jury d'avril 2025, puis après l'inculpation. Imaginez leur surprise quand le journal local a publié un résumé du GBI, que la défense dit n'avoir jamais vu. Dans un article du 24 janvier 2026, une journaliste du Jackson Progress Argus a révélé avoir consulté le résumé d'enquête du GBI et les documents d'autopsie non transmis à la défense. Dans ce même article, le shérif du comté de Butte, Gary Long, a confirmé qu'il n'y avait aucune nouvelle preuve à présenter au grand jury. Nonobstant cette absence de nouvelles preuves, le procureur a présenté l'affaire à un grand jury et a obtenu un acte d'accusation. La défense soutient que tout cela va tout simplement trop loin, citation.
Le procureur. Il a examiné les preuves en public, justifié la décision du grand jury et conditionné toute poursuite à de nouvelles preuves. Et ces déclarations ont encouragé le public, y compris les jurés potentiels, à tirer des conclusions sur l'affaire bien avant le procès. Les déclarations faites via des canaux officiels n'étaient pas accidentelles et engagèrent l'État. Et la défense soutient qu'un non-lieu avec préjudice serait juridiquement justifié, compte tenu du préjudice et des dommages causés à l'intégrité de la procédure. La défense reconnaît également que le non-lieu est une mesure extrême. Récuser le procureur du district Adams et le bureau du procureur de Towaliga est la réponse appropriée. Cette mesure supprime la source de l'inconduite, rétablit la neutralité et permet à l'affaire de continuer de façon équitable et digne de la confiance du public. L'État n'a toujours pas répondu à la requête de la défense, ni en audience ni en ligne. Aaron White doit revenir au tribunal pour une mise en accusation le 18 mars, selon les registres du tribunal du comté de Butte. Lorsque nous réalisons des reportages comme celui-ci, nous collaborons avec Truthfinder pour les recherches dans les dossiers publics que nous effectuons afin de préparer nos reportages. Sur Law and Crime, Truthfinder nous fait gagner du temps pour nous concentrer sur les affaires criminelles. Vous pouvez aussi l'utiliser. Vous saisissez un nom, vous pouvez trouver des adresses, des antécédents criminels et bien plus encore. C'est notre outil de référence pour les vérifications et c'est l'un des plus grands services de recherche aux États-Unis. Et avec un abonnement, vous bénéficiez de recherches confidentielles illimitées pour vérifier vos nouveaux voisins. Vous pouvez vérifier les personnes que vous rencontrez en ligne ou retrouver quelqu'un avec qui vous souhaitez reprendre contact. Vous pouvez rechercher les délinquants sexuels proches ou vérifier vos antécédents. Restez informés, restez en sécurité, consultez les dossiers publics avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/otc. Nous recevons maintenant Tyler Bailey, avocat de la défense pénale, ainsi qu'avocat spécialisé en droit civique. Merci d'être avec nous sur Law and Crime pour analyser cette affaire datant de 2024. Et quelle scène ce mariage a dû être! Un chaos absolu. C'est intéressant, le premier grand jury n'a pas inculpé cet homme pour meurtre. Mais le second, oui. Est-ce fréquent qu'une affaire passe devant deux grands jurys? C'est très rare. Et non seulement le grand jury a refusé de l'inculper pour meurtre avec circonstances aggravantes, mais il l'a inculpé pour cette accusation d'agression aggravée. Et vous voyez, cette accusation a ensuite été abandonnée par le procureur. Pour le même procureur qui présente l'affaire à un second grand jury, rien ne change, mais ce jury parvient à inculper un prévenu. Voilà. C'est inhabituel et soulève des signaux d'alarme. Le shérif du comté estime qu'il s'agit d'une légitime défense. Parlons maintenant de l'impact possible sur l'affaire. D'après ce que l'on sait, c'est un événement chaotique. La nuit, après un mariage, avec des gens ayant trop bu. Et puis vous avez ces membres de la famille qui s'en mêlent. Il semble que quelqu'un... Je lis l'article de WSB TV pour être précis. Le parent a tiré, plusieurs témoins contestent. Un coup de feu. On ignore où le coup de feu a touché la main d'Aaron White. Ensuite, l'homme poursuit White qui réussit à rejoindre son camion. Et c'est à ce moment-là qu'il sort son arme et il dit que c'est pour se défendre. Quand on regarde un peu la chronologie de tout ce qui s'est passé, je suppose, quelles difficultés existe-t-il pour prouver la légitime défense ou un meurtre? Il y a des défis des deux côtés. Donc, vous savez, il y a White qui est à son mariage et cet événement agité se produit. C'est la nuit. Il y a probablement de l'alcool impliqué. Des individus se bagarrent, montent en voiture, reviennent. Avec White, on entend un coup de feu. Il va à sa voiture, prend son arme et tire 7 fois. Il a dit craindre pour sa vie, ce qui est compréhensible après avoir été blessé par balle pendant l'altercation. Et vous savez, qui peut dire ce qui lui serait arrivé s'il n'avait pas saisi son arme à feu, lequel vous avez le droit de défendre votre position en Géorgie. Mais ce qui complique la tâche de la défense ici, c'est que l'État va dire que la force n'était pas proportionnelle à la menace. Donc, il a été abattu. L'individu qui a perdu la vie a été touché par balle 7 fois. Il semble que le procureur dise que les 7 coups de feu paraissent excessifs par rapport à la force. C'était une menace pour White. Et si vous demandez à la défense, ils diront probablement, écoutez, il défendait sa vie. 7 coups de feu étaient raisonnables dans ces circonstances, qui peut dire qu'un seul coup aurait suffi à neutraliser toute la menace à laquelle il faisait face. Déjà vu auparavant, notamment lors d'affaires de fusillade impliquant la police, où la défense insiste sur le nombre de tirs d'un officier. Et je n'ai jamais tiré sur quelqu'un. Et comment avez-vous vu les jurys gérer ce genre d'argument?
Parce que j'imagine que, d'une certaine manière, hein, quelqu'un pourrait se dire que si cet homme avait vraiment peur pour sa vie, il fait nuit et il ne sait pas. Ce n'est pas un tireur d'élite. Il tire jusqu'à penser la menace écartée. Comment les jurys prennent-ils cela en compte? Chaque jury est unique. Ce comté rural est assez conservateur. Vous voyez, le procureur, enfin pas le procureur. Le shérif pensait que c'était le cas de légitime défense le plus évident vu et le bureau d'enquête des jurés l'a aussi vérifié. Je pense que dans cette région, ils ont le droit de se défendre. Ils comprendront l'utilisation de la force ici et même le recours à une force létale. Certains jurés pourraient juger que 7 coups de feu étaient excessifs et qu'un ou deux suffisaient, mais la défense doit alors argumenter que 7 coups de feu n'étaient pas excessifs. C'était une situation où plusieurs individus représentaient une menace pour lui. Qui est revenu au mariage après l'avoir quitté? Qui sait ce qu'ils avaient dans la voiture? Il faut aussi se mettre à la place de White ce soir-là, lors de son mariage. Sa décision a été prise en une seconde. Et ce sont ces éléments que la défense devra mettre en avant pour tenter de contrer l'accusation. Vous avez un procureur en poste depuis plus de 10 ans, ainsi qu'un shérif membre de longue date de la communauté, visible à la télévision. Tout le monde a vu ce reportage dans ce comté, qui parle de légitime défense. Comment ce défi complique-t-il le travail du procureur? La plus haute autorité des forces de l'ordre du comté déclare: Je ne suis pas d'accord avec la direction prise. Je trouve cela très difficile. C'est dans les médias locaux de ce comté, avec un shérif en poste depuis un certain temps. L'affaire est très médiatisée dans la région, donc les gens seront informés. Il sera difficile pour un jury de décider à qui faire confiance. Le shérif le dit, mais le procureur se vante aussi d'un taux de condamnation de 100% pour les meurtres. Le jury devra décider, et les gens aussi devront choisir qui croire. Mais je pense quand même que les choses penchent en faveur de la défense et du shérif dans sa position, parce que le grand jury qui a examiné l'affaire n'a pas inculpé White pour meurtre aggravé. Pouvez-vous préciser au procès que l'affaire a été soumise à 2 grands jurys et il y avait un groupe de personnes qui ont suivi la procédure, examiné les informations de cette affaire et déclaré qu'ils ne croient pas qu'il s'agisse d'un meurtre? Non, ils ne pourront pas l'évoquer, c'est extrêmement préjudiciable. Les grands jurys sont généralement des procédures secrètes et la défense n'est pas autorisée à présenter ou à contrecarrer les preuves que l'accusation présente devant un grand jury. Donc, ils ne pourront pas en parler. Et même dans ce comté, je veux dire, un petit comté, je suis sûr que tout le monde parle de cette histoire. Et puis, si tu regardes ce reportage, tu vas entendre parler des 2 grands jurys. Quelle est la probabilité, si cette affaire va jusqu'au procès, qu'ils le tiennent dans ce comté? En considérant comment trouver un jury qui serait impartial et dirait: Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire auparavant. Je pense qu'il y a beaucoup de chances, une bonne probabilité que cette affaire aille jusqu'au procès parce que tu as le procureur qui a décidé de présenter cette affaire à un deuxième grand jury qui a ensuite inculpé White. Tu as le shérif qui a aussi qualifié cette affaire de cas de légitime défense le plus évident qu'il ait jamais vu et tu as l'avocat de la défense qui le pense aussi. Et White, qui n'avait déjà pas été inculpé lors du premier grand jury, pourquoi penserait-il qu'il devrait être reconnu coupable par le deuxième jury? Il y a toujours un risque car s'il est condamné, il ira longtemps en prison. Je doute que l'accusation réduise les charges à un niveau acceptable pour la défense, vu la façon dont elle a mené l'affaire. Je pense qu'il a de bonnes chances d'être acquitté pour légitime défense. Ici, sur la base de la décision du grand jury composé de membres de la communauté qui a refusé de l'inculper. Plusieurs personnes ont donné des versions différentes de ce qui s'est passé cette nuit-là, d'après l'histoire. Et il pourrait y avoir des personnes qui soutiennent une accusation de meurtre, il pourrait y avoir des personnes présentes qui soutiennent une accusation de légitime défense. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de consommation d'alcool. Comment obtenir un témoin en qui le jury peut avoir confiance, qui sait réellement ce qu'il a vu et qui est capable de donner un témoignage qui serait convaincant pour le jury? Ils vont devoir se contenter des témoins qu'ils ont. Et il y a ici des témoins qui étaient présents au mariage. Des personnes pourront témoigner de ce qui s'est passé avant que le défunt et son ami ne quittent le mariage. Ils devront se débrouiller avec ce qu'ils ont et ce sera difficile. Pour que l'accusation puisse prouver cette affaire au-delà de tout doute raisonnable, il faudra qu'un jury unanime conclue que White est réellement coupable des faits dont il est accusé, surtout avec tout le drame qui se déroule en arrière-plan. Eh bien, et aussi à cause de l'autre aspect avec tout ça. Et
Ou je pense à certains cas de légitime défense, et je ne peux pas dire que je sois un expert en la matière, mais celui-ci semble comporter plusieurs étapes. Où c'est? Il y a eu une altercation, et White reçoit un coup de poing au visage, puis un coup de feu est tiré, et ensuite White est apparemment touché ou effleuré par ce tir. Il se dirige ensuite vers son camion, moment où le beau-père le poursuit. À quel point est-il fréquent qu'une affaire de légitime défense ait autant d'étapes préalables, contrairement à un simple contrôle routier? Nous avons une vidéo d'un incident où quelqu'un sort rapidement une arme à feu, et soudain, cette personne craint pour sa vie. Dans ce cas, il semble que la situation se soit étalée sur plusieurs minutes. À quel point cela est-il courant? C'est rare, cela a duré plusieurs minutes. Ces individus ont un passé commun, ils se connaissent. White a rapporté que le défunt aurait menacé de le poignarder. C'était la nuit de son mariage et il a été blessé par balle. Beaucoup de choses se passent. Des individus reviennent sur les lieux, ce qui est important. Pour White, il tient bon et il est peu probable qu'il quitte son propre mariage. C'est un fait, donc l'accusation ne pourra pas utiliser cet argument. On pourrait dire que vous auriez pu partir, prendre votre épouse et commencer la lune de miel plus tôt. Il semblait passer un bon moment à la réception. Il y a plusieurs aspects à analyser et un passé entre eux. Ces faits devraient ressortir au procès. Pour l'accusation, je sais que nous parlions des 7 coups de feu, et à part cela, je veux dire, à moins d'avoir un témoin qui puisse se présenter et dire j'ai vu ça de mes propres yeux et j'en suis absolument convaincu. Je veux dire, quelle pourrait être la preuve la plus solide? Tu crois que ce sera difficile pour l'accusation et moi aussi, car je ne comprends pas vraiment pourquoi. C'est basé sur un seul article de presse. Quelle preuve l'accusation a-t-elle pour prouver le meurtre en dehors du nombre de tirs? Je pense que oui. Certaines choses que nous ne savons pas pour l'instant, c'est la proximité entre les individus. Si les faits prouvent qu'un blanc a tiré, je pense que McMahon ou Mayhem l'a fait à courte distance, 7 fois. C'est différent s'il a tiré plusieurs fois ou 7 fois à distance pour repousser la menace. Je pense donc que cela peut poser un défi à la défense selon la distance lors de la fusillade et si la personne était déjà à terre. Disons, au deuxième ou troisième tir, White continue d'appuyer sur la gâchette. Cela pourrait indiquer que la force était excessive ou disproportionnée face à la menace. Donc, quand vous le lisez, je pense que cela semble être une bataille difficile pour l'accusation, mais cela dépend de certains éléments, comme la proximité entre les individus. La victime était-elle déjà au sol après le premier ou le deuxième tir? Quel était l'intervalle entre les tirs? Y a-t-il eu 3 tirs, puis 4 autres ensuite? Il y a quelques faits différents, je pense, qui pourraient faire pencher la balance ici quand il s'agit de ça. Parce que je regardais ça, vous savez, quand j'ai vu le titre, et ensuite j'ai regardé le reportage. Et j'ai été choqué de voir que White a en fait donné une interview dans sa combinaison de prison. Quels éléments un avocat de la défense considère-t-il avant de laisser son client répondre à un journaliste à la télévision concernant une affaire où il risque d'être incarcéré longtemps? Cette affaire diffère des autres car elle a été présentée 2 fois devant un grand jury. Vous avez le shérif élu qui fait aussi campagne, affirmant qu'il s'agit clairement d'un cas de légitime défense, et puis il y a aussi les dynamiques politiques qui se jouent en arrière-plan. Donc je pense que cette décision ici, c'était probablement que White est l'accusé. On cherche surtout à présenter cela comme une injustice subie. Menacé à son mariage, il a utilisé son arme en légitime défense. Avec ces faits, un avocat de la défense pourrait tenter sa chance et laisser son client faire une déclaration, parce qu'ils défendent aussi leur cause devant le tribunal de l'opinion publique. Et je pense que la chose la plus importante qu'ils essaient de montrer, c'est qu'il était déjà qu'il n'a pas été inculpé lors d'un précédent grand jury. Le shérif élu affirme que cela n'aurait pas dû arriver en cas de légitime défense et retire son soutien au procureur qui poursuit l'affaire. Plusieurs faits pourraient inciter un avocat à penser que passer à la caméra n'est pas trop nuisible pour son client ici. Oui, il faut dire qu'avec la façon dont l'histoire a été présentée, on comprend un peu son point de vue, ce qu'on n'aurait peut-être pas vu seulement avec les documents du tribunal. Existe-t-il une limite au nombre de présentations d'une affaire devant un grand jury par un procureur? Eh bien, c'est une bonne question. Je pense que tout dépend
Les procureurs disposent d'un pouvoir discrétionnaire et doivent présenter de nouveaux éléments de preuve au grand jury, comme l'a indiqué le procureur avec l'arrivée des tests balistiques. Mais il a aussi dit qu'il voyait l'affaire différemment, ce qui, selon moi, ne devrait pas influencer la décision de la soumettre à un grand jury. Il faudrait de nouveaux éléments, car cela pourrait changer leur point de vue, même dans 6 mois. Supposons aussi que le grand jury est inculpé. Je ne pense pas que ce soit une raison valable, mais de nouvelles preuves pourraient faire changer d'avis un grand jury. Je pense que c'est approprié, mais il ne faut pas que cela donne l'impression qu'on cherche à choisir un jury, à essayer d'obtenir un autre groupe de jurés qui inculperait quelqu'un ici. Et il est très rare que des affaires soient présentées 2 fois devant un grand jury, surtout avec les mêmes faits. Des tests balistiques arrivent. Je ne pense pas que ce soit vraiment une raison valable dans cette situation. Il semble que ce grand jury ait été reconvoqué pour d'autres raisons. Et je sais qu'il y a une sorte de dicton. J'entends souvent dire qu'un grand jury inculperait même un sandwich au jambon. Parce que le grand jury n'entend qu'un côté de l'histoire. Que dit cela de la solidité d'une affaire si une personne présente devant un grand jury, mais qu'aucune inculpation n'est prononcée? Qu'est-ce que cela montre? C'est une affaire faible, si vous voulez mon avis. Surtout dans le cas où il y a une victime qui a perdu la vie. Cela a été présenté une première fois au grand jury sans inculpation. On pense souvent que les grands jurys inculpent systématiquement. Il est plus facile pour un grand jury d'inculper, bien sûr, que pour un jury de condamner. Mais ici, non seulement le grand jury n'a pas inculpé White pour l'accusation de meurtre, alors qu'il y a une victime qui a perdu la vie, ils l'ont tout de même trouvé. Il y avait assez de raisons probables pour l'inculper dans l'affaire d'agression aggravée, finalement abandonnée par le procureur. C'est cela qui est très ironique. Ici, les grands jurys inculpent plus facilement, ils n'ont pas retenu le meurtre aggravé et le même procureur a abandonné une charge. L'agression aggravée l'a renvoyé devant un grand jury. Voyons la suite. Affaire fascinante de Géorgie. Tyler Bailey, avocate de la défense et des droits civiques, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Merci, c'est tout pour cette émission de Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.